c'est dans le but d'accompagner les gouvernements successifs dans la lutte contre ce phénomène complexe que la section nationale du réseau des parlementaires africains contre la corruption, dont j'ai l'insigne honneur de coordonner sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, a été créée en septembre 2011. Elle vise à renforcer les capacités des parlements et parlementaires africains dans la lutte contre la corruption. Pour mener à bien cette mission, il était important pour la section nationale de l'APNAC de se doter d'un plan stratégique triennal 2024-2026. La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Elle ne fait certes pas de victimes directes, visibles et identifiables, mais elle dissimule des coûts désastreux pour les citoyens dont les effets ne seront souvent constatés que sur le long terme. Réfléchir et agir contre la corruption constitue même une urgence dans notre monde qui fait face à de multiples crises. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, n'est pas resté en marge de cette lutte. Cela s'est traduit par la ratification en 2004 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, suivie d'une série d'actions menées par les gouvernements successifs, notamment sur d'importantes réformes juridiques, institutionnelles et sociales. L'Assemblée nationale n'est pas restée en marge des efforts susmentionnés. Elle a accompagné les gouvernements successifs à travers l'adoption des lois qui ont permis la mise en place des institutions politiques et mécanismes de lutte contre la corruption au Bénin. De même, la section nationale du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption s'est, depuis son installation en septembre 2011, engagée aux côtés des organisations internationales et du gouvernement béninois dans de nombreuses initiatives de lutte contre la corruption. L'organisation à Cotonou en juillet 2022 par l'institution parlementaire de l'Assemblée générale biennale, du Conseil d'administration du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption en est une parfaite illustration. L'APNAC, c'est le réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption. Et au Bénin, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons notre réseau qui est membre de l'APNAC. Et l'APNAC qui est aussi membre du GOPAC. Tout le monde est conscient aujourd'hui que la corruption gangrène tous les secteurs et que malgré tous les efforts qui sont faits par le gouvernement et par l'Assemblée, ça reste une lutte permanente qu'on ne peut pas lâcher. Et pour ça, on a besoin de nous armer davantage. Pour ce point-là, nous sommes tous d'accord. Et c'est pour ça qu'a lieu, n'est-ce pas, ce présent atelier. L'APNAC est en difficulté par rapport à son fonctionnement. Et nous pouvons noter également que le Bénin constitue également aujourd'hui le socle pour relancer l'APNAC Session Afrique. Et comme le Bénin c'est un de modèle, et le Bénin pense que se doter d'un document stratégique triennal, donc 2024-2026, permettrait donc de relancer l'APNAC et d'attirer à nouveau les partenaires qui avaient contribué à la mise en place de l'APNAC dès le début, pour que d'ici à là, l'APNAC joue pleinement son rôle de lutte contre la corruption pour permettre un développement efficace des pays de l'Afrique. Nous pensons que l'APNAC a besoin d'être soutenu financièrement, et parce que le budget élaboré pour soutenir la stratégie
devrait être financé par l'Assemblée nationale et les partenaires techniques et financiers. Alors, sans obtenir ces financements, je ne peux pas déjà crier victoire, mais si le financement suivait et tenant compte de tout ce qui est programmé et tout ce qui se retrouve dans le plan, je crois qu'on ferait quand même œuvre utile et on ferait une avancée dans la lutte contre la corruption. La deuxième session annuelle du comité de pilotage est une occasion pour nous de faire le point sur les avancées réalisées jusqu'à présent et de définir les orientations pour 2024, la dernière année d'activité du PAVIC. Nous devons ainsi continuer à mobiliser et à décaisser les ressources, à renforcer les capacités locales et à prospecter des partenariats solides avec les différents acteurs internationaux. Dans la logique d'une gestion efficace du programme, le manuel d'exécution a prévu les différents organes de sa mise en œuvre et nous a astreint à un certain nombre d'obligations. L'une d'entre elles est la tenue effective, régulière des sessions du comité de pilotage, qui est l'organe chargé de superviser et d'orienter l'exécution du PAVIC, dont le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable est maître d'ouvrage. Nous avons 2 heures à travailler aujourd'hui pour examiner le plan de travail 2024 du projet et également examiner les recommandations qui ont été faites à la première session du COPIL qui s'est tenue le 13 juin passé pour voir dans quelle mesure l'équipe du projet a mis en œuvre les recommandations et se projeter dans l'avenir. 2024 pour nous est une année spéciale, c'est la dernière année d'activité du projet. Il va falloir boucler tout ce qui est entamé, décaisser et assurer la bonne descente de ce projet qui doit clôturer l'année prochaine, comme je l'ai déjà évoqué. Et nous souhaitons, au sortir de cette session, que nous ayons des objectifs clairs, validés par le COPIL, afin que 2024 se déroule très bien et qu'on atteigne tous les objectifs qui sont prévus au montage du PAVIC. Je tiens à remercier tous les participants présents ici pour leur engagement sur ce projet prioritaire du programme d'action du gouvernement 2021-2026 et envers l'adaptation au changement climatique, cette cause cruciale pour notre pays et l'avenir de nos citoyens. Mesdames, Messieurs, chers partenaires des communes bénéficiaires du PAVIC, les défis à relever par le PAVIC en 2024 sont grands et je nous exhorte chacun de sa position à ne pas baisser les bras. À travers le PAVIC, nous avons une responsabilité collégiale de contribuer à bâtir des villes résilientes, propres et prospères pour les générations futures. Je compte sur l'engagement habituel des membres du COPIL et sur leur expertise pour mener à bien le programme d'adaptation des villes au changement climatique, projet laboratoire du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. L'action du CIPCRE Bénin qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la construction donc de synergie et de convergence, d'engagement de tous les acteurs pour la prise en compte suffisante et holistique des changements climatiques et plus globalement de l'environnement dans toute action quotidienne de développement économique et social. C'est pourquoi je voudrais adresser au nom du ministre mes vifs remerciements à vous tous ici présents, représentant diverses couches socio-professionnelles, diverses institutions, organisations, ainsi que les personnes ressources pour votre engagement et votre accompagnement du gouvernement dans cette initiative du respect du cadre de vie. Par rapport aux objectifs spécifiques 1, 2 et 3, les principales actions proposées comme apport à l'objectif spécifique 1, nous avions
proposer l'éducation domestique d'éco-citoyenneté. À côté de ça, la promotion de l'éco-responsabilité des confessions religieuses. Au cours donc du temps qui nous a été accordé pour mener les réflexions, il est ressorti qu'au niveau de la formulation de l'objectif général, nous proposons plutôt l'utilisation de l'expression « saint ». Nous avons essayé de détailler au niveau de l'État central les ministères qui doivent être représentés au sein de cette plateforme. Et nous avons cité le ministère du cadre de vie, le ministère de la justice, le MASM, le MAMP, le ministère de l'enseignement secondaire, le MAEP, le ministère de la santé, le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique et le ministère des Finances. Nous avons choisi l'école verte et tout simplement parce que l'enfant passe plus de temps à l'école plus qu'ailleurs. Je voudrais, au terme des travaux de notre historique forum sur l'initiative Enfants, droits et environnement au Bénin, Eden Bénin, remercier vous toutes et tous pour la disponibilité exceptionnelle dont vous avez fait preuve. Nous avons un remerciement exceptionnel à l'endroit du ministre José Tonato, qui a spontanément accepté de parrainer ce forum. Et au-delà du forum, il a bien dit que ce qui l'intéresse, c'est toute l'initiative Eden Bénin. Merci à tous les acteurs, parce que le CIPCRE Bénin peut compter sur une nouvelle dynamique, à savoir qu'il ne s'agit plus seulement d'un réseau d'ONG, mais il s'agit maintenant d'une plateforme multi-acteurs. Je voudrais encore une fois vous assurer la disponibilité du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable et celle de ses collaborateurs, et dont moi-même, bien sûr, j'en fais partie, à vous accompagner sur ce nouveau chantier dans le cadre de notre partenariat. Je voudrais vous réitérer mes félicitations pour l'initiative Eden Bénin et dire que c'est avec beaucoup d'émotion et de satisfaction que nous avons découvert les résultats auxquels vous êtes parvenus à l'issue de ce forum. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons su que vous avez pris à bras le corps toutes les questions relatives aux droits de l'enfant et aux questions essentielles et existentielles qui est l'environnement. Et c'est au nom de au nom du ministre et au nom du directeur de cabinet, nous nous engageons à vos côtés respectifs pour contribuer à la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ce forum de haut niveau. Nous sommes abattus, nous sommes meurtris par ce départ précoce de notre très cher papa. Mais nous sommes rassurés par sa foi, son engagement missionnaire, le zèle et l'abnégation, ces valeurs qu'il a utilisées, qu'il a mis en œuvre pour servir son Seigneur Jésus-Christ. Il a donc combattu le bon combat. Nous nous sommes servis de la deuxième épître de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, des versets 6 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il vaut mieux mourir dans le Seigneur, remettre son âme entre les mains de Dieu, que de ne pas agir ainsi. Il a gardé une foi exemplaire, il a gardé une foi extraordinaire, il a gardé une foi modèle.
il savait entretenir avec chacun une relation spéciale. Sa vie a parlé pour lui. Sa vie parle pour lui. Vous le connaissez, chacun. Vous avez partagé des instants, chacun avec lui. Je voudrais très sincèrement, au nom des familles, au nom des enfants, vous dire merci, vous tous qui avez fait ce déplacement. Et également vous remercier de la spontanéité que vous avez démontrée et montrée lorsque vous avez appris. Le Niger s'apprête pour le dialogue national inclusif voulu par la junte au pouvoir. Lundi, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zein a débuté dans le Nord les concertations régionales, prélude à ces échanges qui devraient fixer la durée de la transition pour les militaires arrivés au pouvoir fin juillet à l'issue d'un coup d'État. Le président déchu Mohamed Bazoum est toujours détenu. Le dialogue national devrait également définir les principaux fondamentaux et les axes prioritaires pour la transition. Le 10 décembre dernier, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ouvert la voie à un allègement de ces lourdes sanctions imposées à l'encontre du Niger après le coup d'État. Il est conditionné à une transition courte avant le retour au pouvoir des civils. C'est désormais officiel, l'ambassade de France au Niger est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les termes du communiqué publié mardi par le Quai d'Orsay. La décision prise en décembre prend alors effet dès ce mois de janvier. La diplomatie française évoque des entraves rendant impossible l'exercice de ses missions. Blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tout le personnel diplomatique qui devrait se rendre au Niger en violation évidente, toujours selon le communiqué de Paris de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'information précise que les activités de l'ambassade de France au Niger devraient se poursuivre depuis Paris. La fermeture de son ambassade à Niamey intervient alors que la France se prépare à retirer ce mois-ci ses derniers soldats de ce pays sahélien. Le gouvernement burkinabé a réagi mardi à un communiqué de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, datant du 30 décembre 2023. L'instance sous-régionale avait fait part dans ce communiqué de sa préoccupation face à ce qu'elle qualifie de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Le Burkina Faso déplore cette appréciation qu'il estime infondée et affirme que dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le pays s'est doté d'un dispositif juridique pour faciliter la sécurisation du territoire. La CEDEAO prête également aux autorités de la transition des dérives libertricides et évoque l'interpellation et la détention de personnalités politiques de la société civile par les autorités de la transition. Succès Masra a pris les commandes du gouvernement tchadien. 24 heures après sa nomination, il a dévoilé la nouvelle équipe dirigeante composée de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État. Une équipe qui ressemble à celle de son prédécesseur Saleh Kebzabo, qui a démissionné avec l'entrée en vigueur de la 5e République. Quelques changements tout de même à noter dans les ministères des télécommunications, des sports, l'éducation nationale et l'économie avec le départ de plusieurs caciques de l'ancien régime.
L'ex-opposant et président du parti Les Transformateurs avait appelé à voter oui lors du référendum du 17 décembre dernier. Farouche opposant au régime de la transition militaire, Succès Masra a regagné le Tchad le 3 novembre dernier à la suite d'un accord signé à Kinshasa. Le protocole d'accord historique signé lundi entre l'Éthiopie et le Somaliland à Mogadiscio, qui promet de s'y opposer par tous les moyens légaux. Réuni ce mardi, le gouvernement du Premier ministre Hamza Abdi Barre l'a qualifié d'acte de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la nation somalienne. Le Somaliland fait partie de la Somalie en vertu de la constitution somalienne et cet accord signé sans base juridique défie les règles de l'ONU, de l'UA et de l'IGAD, a déclaré le Premier ministre. Mogadiscio a dans la foulée rappelé son ambassadeur à Addis Abeba pour consultation et invité les institutions internationales à forcer l'Éthiopie à renoncer à son projet d'accès à la mer Rouge. Cet accord qui doit être finalisé devrait permettre à l'Éthiopie de bénéficier de 20 km de terre le long de la côte du Somaliland dans le golfe d'Aden via le port de Berbera. En retour, le Somaliland devrait être reconnu comme un pays souverain par Addis Abeba. Des arrestations dans l'affaire du meurtre de Benjamin Kiplagat. Le corps sans vie de l'athlète ougandais avait été découvert sur une route à la périphérie d'Eldoré dimanche dernier avec une blessure au couteau sur le cou. Les précisions de Ronald Odouor. Deux suspects du meurtre de l'athlète ougandais Benjamin Kiplagat ont été traduits en justice ce jour devant le tribunal d'Eldoré pour diverses requêtes. Le tribunal a ordonné que David Lokeret et Peter Kaloumi soient détenus au poste de police centrale d'Eldoré pour 21 jours pour nécessité d'enquête. La police affirme également avoir arrêté les deux hommes en possession de l'arme présumée du crime et qu'il faut du temps pour procéder à une analyse médico-légale. Les deux hommes ont été arrêtés grâce à des images de vidéosurveillance. Benjamin Kiplagat séjournait au Kenya pour une formation à Eldoré. L'affaire sera jugée le 24 janvier. Ce drame rappelle celui de l'athlète kenyane Agnès Tirop, retrouvée poignardée à mort à son domicile à Iten, un centre d'entraînement près d'Eldoré, en octobre 2021. Le chef suprême du Hamas, Ismaël Haniyeh, a remercié l'Afrique du Sud mardi pour avoir déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide contre les Palestiniens à Gaza. J'applaudis toutes les positions de soutien, en particulier ici l'État d'Afrique du Sud, qui a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice contre l'État occupant pour ses crimes contre l'humanité, son nettoyage ethnique et son génocide. Nous apprécions le soutien politique et juridique. Un discours télévisé que Ismaël Haniyeh a choisi pour évoquer la sortie de crise proposée par l'Égypte et le Qatar en fin décembre 2023. Cette agression cessera sous le coup de la résistance et de la fermeté de notre peuple. Et l'occupant n'a d'autre choix que de répondre à la volonté de notre peuple. Je voudrais souligner ici qu'à la lumière des initiatives et des offres reçues à la direction du mouvement par l'intermédiaire de ses frères en Égypte et au Qatar, après avoir étudié ces idées de manière positive, le mouvement a présenté sa position et sa vision au Qatar et à l'Égypte, basée sur une cessation globale de l'agression contre notre peuple, leur soulagement et la réponse à leurs demandes légitimes et justes. Le chef du Hamas annonce ensuite la mort de Saleh Harouri, un cadre du Hamas, tué mardi à Beyrouth.
Israël va contester les accusations de génocide devant la Cour internationale de justice de la Haye. L'État hébreu pourrait demander l'inclusion d'un juge israélien dans le panel de la Cour. Les premières auditions devraient avoir lieu jeudi prochain. C'est vendredi dernier que l'Afrique du Sud a saisi la CIJ accusant Israël de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. En donnant une couverture politique et juridique au massacre du 7 octobre et à la stratégie du bouclier humain du Hamas, l'Afrique du Sud s'est rendue criminellement complice de la campagne de génocide du Hamas contre notre peuple. Ce pays partage la responsabilité de la perte tragique des vies humaines. L'État d'Israël comparaîtra devant la Cour internationale de justice à la Haye pour dissiper l'absurde diffamation sanglante de l'Afrique du Sud. Il est tragique que la nation arc-en-ciel qui se targue de lutter contre le racisme se batte bénévolement pour les racistes anti-juifs. Nous n'avons aucun doute qu'après que l'État juif aura traduit en justice les auteurs du massacre le plus sanglant de juifs depuis l'Holocauste, l'histoire jugera l'Afrique du Sud pour avoir encouragé les héritiers modernes des nazis. Aux dirigeants de l'Afrique du Sud, nous vous assurons que l'histoire vous jugera. Elle vous jugera sans pitié. Réagissant aux accusations d'actes de génocide, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que la guerre menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza était d'une moralité sans équivalent. En réaction aux événements à Gaza, Pretoria a rappelé ses diplomates et réexamine ses relations diplomatiques avec l'État hébreu.